Bonjour et bienvenue dans ce débrief qui, je l'espère, au moment où j'écris cette première phrase, durera moins de 20 minutes. En ce moment, et ce depuis bien longtemps, on voit dans les manifestations du monde entier des personnes taguant des voitures de policiers, détruisant des banques et déboulonnant des statues d'esclavagistes. Ces gens malfaisants et effrayants habillés tout en noir sont souvent appelés de manière insultante des anarchistes. Mais qu'est-ce que l'anarchisme exactement? Est-ce vraiment une philosophie de violence et de désordre? Ou est-ce différent des images que la télévision nous donne quotidiennement? Même si tout le monde le sait, la télévision c'est comme internet, y a que des trucs vrais dedans, penchons-nous un petit peu sur l'histoire de l'anarchisme. L'anarchisme naît au 19e siècle. Après la révolution industrielle, la production n'a jamais été aussi importante, les richesses produites aussi abondantes, on développe l'hygiène et la médecine, et pourtant, les ouvriers n'ont jamais été aussi miséreux. Ils travaillent plus de 12 heures par jour et vivent un maximum de 30 ans. Des chochottes. De toute façon, moi, je ne crois pas à la pénibilité du travail. Pendant ce temps-là, les propriétaires des usines, eux, par contre, vivaient dans l'opulence. Et en même temps, c'est eux qui investissent et qui prennent des risques. C'est normal qu'ils soient récompensés à leur juste valeur. Je vais appeler ça la méritocratie. C'est dans ce contexte que naissent le socialisme et l'anarchisme pour lutter contre ces inégalités. Mais c'est en 1840 que Proudhon donne à l'anarchisme ses lettres de noblesse. Il écrit « La propriété, c'est le vol ». Ce qui signifie que la domination sur le peuple se fait à travers les grands propriétaires, l'État, le capital et la religion. Ça, c'est toujours les athées qui font chier le monde. Ces écrits inspireront un petit bonhomme de l'époque dont vous avez sans doute déjà entendu parler quelque part et qui détournera petit à petit ses propos. Bon, tout ça c'est bien gentil, mais elle est où la violence? Il est où le sang? Eh bien, c'est Bakounine qui donnera sa nature révolutionnaire à l'anarchisme, complétant ainsi sa définition. Il affirme que l'émancipation des travailleurs doit être faite par les travailleurs eux-mêmes et que l'État ne leur donnera jamais l'occasion ni la permission de le faire. C'est ce qui différencie l'anarchisme du communisme. Les anarchistes pensent que le peuple doit être souverain et qu'un État ne ferait qu'oppresser ce dernier en le privant de ses libertés. Alors que les communistes pensent également que le peuple doit être souverain, mais qu'on a besoin d'une dictature du prolétariat hiérarchisée pour organiser la société. Mais attention à ne pas confondre communisme et stalinisme, les enfants. Non, 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 non. Le stalinisme, c'est bien plus marrant, mais on en reparlera un jour. C'est aussi ce qui différencie l'anarchisme de l'anomie. Lorsque la télé et les gouvernements, ou même quelqu'un de pas très bien renseigné, parle d'anarchisme, il parle souvent en réalité d'anomie. L'anarchisme, ce n'est pas l'absence de loi et d'ordre, c'est l'ordre par le peuple. Alors que l'anomie, c'est effectivement l'absence de loi et d'ordre. Et les gouvernements ont tout fait pendant des centaines d'années pour que les deux termes se mélangent. Et ils ont bien fait leur boulot. Ce mot est bleu. Bah non, il est rouge. Aïe! Ce mot est bleu. Mais enfin, voyez bien qu'il est rouge. Aïe! Ce mot est... Il est bleu. Aïe! Mais enfin, j'ai dit bleu! Ouais, pardon, c'était un réflexe. Face aux injustices et à l'oppression du peuple français, éclate la Commune de Paris en 1871. Nous allons passer rapidement sur ce sujet, car même si les anards étaient aux premières loges, la Commune n'est pas fondamentalement anarchiste. Et j'ai un exemple bien plus parlant à vous partager plus tard. Gardez en tête que ce sujet va être survolé par manque de temps et que les événements vont être simplifiés. En gros, ce qu'il faut savoir sur la Commune de Paris, c'est qu'il s'agit d'une guerre de Français contre d'autres Français, d'ouvriers contre des bourgeois et leurs armées. Les travailleurs prennent le contrôle de Paris pour y instaurer un ordre communautaire et égalitaire où les petites gens ne seront plus oppressés. Pendant 73 jours, les révolutionnaires rendent le pouvoir au peuple et détruisent les vieilles idoles capitalistes. Et ben voilà, c'est ce qui se passe lorsque tu rends le pouvoir au peuple. Ils cassent tout, tous ces jolis symboles de l'oppression par terre, ça me fend le cœur. Heureusement qu'on fait plus ça de nos jours. Ils nourrissent les pauvres, ils les alphabétisent, ils leur donnent un toit et ils donnent le droit de vote aux femmes 70 ans avant que l'État français ne le fasse. Évidemment, la police est arrivée peu de temps après pour mettre fin à cette barbarie et tue 20 000 personnes dans les rues de Paris en une semaine. Un massacre dont on n'a pas idée aujourd'hui. On a longtemps discuté sur le nombre de morts. 25 000, 30 000, c'est probablement plus près de 20 000. Mais tuer avec les fusils de l'époque, mettons 20 000 personnes en une semaine, c'est quasiment impossible. Ça veut dire que si on a arrêté de tuer le 28 mai 1871, c'est parce que la terre de Paris, parce que les caniveaux, parce que les égouts n'arrivaient plus à absorber le sang. On nous appelle pas force de gardien de la paix pour rien, hein. Ouais, ça a plus de gueule que mai 67, ouais. Dans l'esprit des anarchistes, ça a démontré qu'il était impossible d'être pacifiste et de voir le monde changer. Car si tu es pacifiste, on t'exécute. De là est née la grève générale. Car si pas de travail, pas de capital, pas de capital, pas de capitalisme, pas de capitalisme...
pas de capitalisme. Et de façon amusante, c'est dans le pays du capital, les États-Unis, qu'en 1886, cette arme va être utilisée pour la première fois à grande échelle. Il s'agit de l'événement qui inspirera notre fête du travail, la grande grève générale de Chicago, le 1er mai 1886, où les travailleurs exigeaient la journée de 8 heures. Évidemment, cette grève fut réprimée dans le sang par la police. 2 jours plus tard, les anarchistes organisent une manifestation de protestation contre ces violences policières. Et lorsque les policiers sont arrivés pour les disperser, une bombe éclate au milieu des forces de l'ordre. Les policiers répliquent en tirant à vue sur les manifestants, qui, étant américains, avaient aussi des armes sur eux, et une bataille s'enclenche. Bah voilà, c'est bien la preuve que c'est un mouvement barbare. Faire éclater une bombe sur les agents de la paix, mais c'est monstrueux. Ouais, mais il a été démontré ensuite que c'était le chef de la police de Chicago qui avait commandité la bombe pour discréditer le mouvement et justifier une oppression systémique. Oh. Eh ben, heureusement qu'aujourd'hui, on voit plus des policiers déguisés en manifestants pour casser des choses et créer une mauvaise image factice des mouvements sociaux. Ce serait honteux. Dans tous les cas, ça les a pas empêchés de condamner plusieurs anards à mort tout en étant bien conscients de leur innocence. 8 anarchistes sont accusés d'avoir jeté la bombe. Dans sa plaidoirie, le procureur reconnaît à demi-mot leur innocence. Nous savons que ces 8 hommes ne sont pas plus coupables que les milliers de personnes qui les suivaient, mais ils ont été choisis parce qu'ils sont des meneurs. Messieurs du jury, faites d'eux un exemple, faites-les pendre, et vous sauverez nos institutions et notre société. Forcément, ça a enclenché une réaction chez les anarchistes, les lançant dans une nouvelle ère de leur histoire, celle des attentats à la bombe. C'est lui qui a commencé. Non, c'est lui qui a commencé. Non, c'est pas vrai. Le plus connu des anarchistes explosifs est bien entendu Ravachol, qui implantait des bombes dans des lieux symboliques sans jamais tuer personne. Naturellement, il a été exécuté, ce qui a encore plus exacerbé les pulsions anarchistes. Aux premiers actes encore innocents des anarchistes, la répression a été si dure, la police a si rudement malmené les quelques pauvres diables tombés dans ses mains, que toute une colère a monté peu à peu. Songe donc aux pères battus jetés en prison, aux mères et aux enfants crevant de faim sur le pavé, aux vengeurs affolés que laisse derrière lui chaque anarchiste mourant sur l'échafaud. La terreur bourgeoise a fait la sauvagerie anarchiste. C'est ce qu'on appelait la propagande par le fait. Les anarchistes répandaient leurs idées en faisant des actions chocs. C'est ainsi qu'on a pu voir un président de la République française assassiné alors qu'il visitait un zoo glorifiant le colonialisme et d'autres attentats sur des rois et empereurs, faisant un peu moins de 200 morts parmi les gouvernements mondiaux de 1870 à 1914. 21 pays organisent alors en 1898 la conférence internationale pour la défense sociale contre les anarchistes, ce qui deviendra plus tard Interpol. Mais rapidement, les anarchistes se rendent compte qu'ils arrivaient face à un mur et changent de façon de faire. Forcément, ils se disaient qu'imposer leurs idées par la violence, c'était un peu trop plager les fascistes alors. C'est à ce moment-là qu'ils créent l'anarcho-syndicalisme et les bourses du travail. Bleh. Dans ces bourses du travail, on aide les gens à trouver du travail et on faisait aussi des spectacles, des débats et des écoles, car les anarchistes pensaient que, je cite, la connaissance du monde est un préalable à la volonté de le transformer. Bah moi je connais parfaitement le monde et il est très bien, j'ai pas du tout envie de le transformer. Ah, et du coup, comment vous faites pour connaître le monde si bien, patron? Bah voyons Gary, comme tout le monde, je regarde la télé. Ah là 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 là, Brandon a encore volé le slip de Kevin, c'est Samantha qui va pas être contente. Bref, ces bourses du travail étaient totalement autosuffisantes et ne requéraient aucune aide de l'État. Ils s'organisaient autrement, car pour eux le vote républicain est une manifestation de l'ordre établi, où au lieu d'être libre, on te laisse plutôt choisir tes maîtres. Car les élus de l'État n'avaient, non toujours, pas de compte à rendre au peuple qui les ont élus. Les anarchistes fonctionnaient avec des délégués révocables en tout temps. Ils organisent des grèves pour exiger encore une fois la journée de 8 heures le 1er mai 1906. Et malgré les morts et la répression, le gouvernement cède un jour de repos. Mais ils sont malades! Après les gens ils vont avoir un jour par semaine pour réfléchir, ça va pas du tout! Ils font fermer les bagnes pour enfants et luttent contre le colonialisme, le patriarcat et la religion. Francisco Ferrer crée ensuite des écoles laïques qui ont pour but de créer des hommes libres. C'est trop. Heureusement qu'il s'est fait accuser à tort d'avoir organisé des émeutes afin de pouvoir le fusiller sous l'ordre de l'église espagnole. Mais il se passe quoi après? Oh tous les leaders du mouvement se font exécuter par la police un par un dans des parodies de procès comme Nicola Sacco et Bartolomeo Vanzetti, 2 anarchistes italiens condamnés pour des raisons symboliques et pour qui Joan Baez écrira la chanson Here's to You. Les
Les anarchistes se font trahir par les stalinistes ensuite, et la propagande de tous les états du monde tourne l'opinion publique contre eux dans une immense chasse aux sorcières. Et le mouvement tombe dans les tréfonds des luttes sociales à rater, voilà. C'est tout? Mais comment on peut savoir si ça pourrait marcher du coup l'anarchisme? Eh bien Gary, c'est le moment de parler de l'exemple que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc résumons la pensée anarchiste. Les anarchistes ne croient pas au désordre, ils croient à l'ordre par le peuple, sans état, ce qui signifie qu'il n'y a pas de hiérarchie. Que tu sois homme, femme, racisé ou non, plombier ou avocat, tu n'es pas supérieur hiérarchiquement à ton voisin. Ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas d'organisation, qu'il n'y a pas de délégué ou de supervision ou même de loi. C'est juste qu'il n'y a pas de supériorité car les personnes en charge sont révocables à tout moment et doivent rendre des comptes à ceux et celles qui ont mis leur confiance en eux. Personne n'est autorisé à exploiter son prochain et les abus de pouvoir et de richesse sont réprimandés. Si j'ai envie d'exploiter les autres, ça devrait être mon droit. Et ouais, elle est belle votre liberté là. On est libre quand ça arrange le plus grand nombre, mais dès qu'on veut dominer les autres, eh ben c'est plus possible. Bande d'hypocrites, va. Mais comment une organisation aussi décadente peut-elle fonctionner? Eh bien, il faut aller voir dans les années 30 en Espagne pour voir l'anarchisme fonctionner pendant plusieurs années. Face à la victoire du Front populaire espagnol en 1936, les militaires espagnols, alliés de Franco, Mussolini et Hitler, préparent un coup d'état déclenchant une grande guerre civile. C'est la Confédération nationale du travail, organisation anarcho-syndicaliste, qui va prôner l'entraide et la solidarité entre les travailleurs, tout en luttant à main armée contre les fascistes qui organisaient la répression populaire et des massacres d'ouvriers par milliers. Mais attention à pas faire d'amalgame, hein, tous les fascistes ils sont pas pareils, ça suffit avec les stéréotypes au bout d'un moment. Y'en a qui sont bien pires que ça. Et c'est dans ces territoires repris aux fascistes qu'ils instaurent l'autogestion et l'anarchie, en Catalogne, en Aragon et en Andalousie par exemple. Et comme le disait Bakounine, l'émancipation des travailleurs, c'est faite par les travailleurs eux-mêmes. Les usines sont reprises par les ouvriers qui, sans patron, s'organisent eux-mêmes et les font tourner à plein régime. C'est ce qu'on appelle reprendre les moyens de production. On diminue les heures de travail, on augmente les salaires, on crée des assurances maladie, la retraite, et malgré toutes ces mesures de bobos gauchistes de merde, les usines produisent bien plus qu'avant. Avec l'occupation des terres et une répartition plus rationnelle du travail, la production augmente. La gestion collective des bénéfices permet la construction d'hôpitaux, d'écoles, de canaux d'irrigation, de fermes et de centres d'expérimentation agricole. Oh, ils se font chier pour rien. Regardez, moi il suffit que je fasse ça. Et voilà, c'est quand même plus simple, non? Ils instaurent les couples libres, où jusque-là, imaginer qu'une femme puisse avoir un compagnon sans passer par l'église était insensé. Ils appliquent l'égalité homme-femme et légalisent l'avortement en Catalogne. La maternité consciente ne peut s'acquérir qu'à travers les connaissances. Si ces femmes n'avaient jamais lu, on ne pouvait pas leur demander une maternité consciente. Ni aux hommes, même pas aux hommes. Et dans leur folie destructrice, ils finissent par instaurer le communisme libertaire. Et de quoi est fait le communisme libertaire? L'argent est aboli. Toutes les machines sont à la disposition du peuple, ainsi que tous les immeubles, pour que les habitants soient logés, peu importe le propriétaire. On a fait ce qu'on a appelé le tas de Kropotkin. On achetait les aliments avec des bons et des cartes de rationnement qu'on avait fait. Là, lorsqu'il s'agit de prendre dans le tas, il faut naturellement avoir cette capacité et cette manière de réfléchir. Pour quelle raison est-ce que tu vas prendre 2 kilos de viande, si tu en as assez avec un, et que demain tu pourras venir en chercher un frais? On ne payait ni la lumière, ni l'eau, ni l'école, ni rien. Tout était gratuit. Aucun égoïsme, ça n'existait pas. Comment aurait-il pu y en avoir? Quand il n'y a pas d'argent, il ne peut y avoir d'égoïsme. On le dit aujourd'hui et les gens ne le comprennent pas. Mais non, ça se passait bien. 3 millions de personnes vivent sous cet anarchisme pendant plusieurs années. Et cela attire même des étrangers comme George Orwell qui écrira: C'était la première fois que je me retrouvais dans une ville dirigée par la classe ouvrière. Les anarchistes exerçaient virtuellement le contrôle de la Catalogne et la révolution était en plein essor. Les attitudes de type servile avaient disparu. Personne ne disait monsieur ou vous. Tout le monde s'appelait camarade et se tutoyait et disait salut au lieu de bonjour.
Mais avec l'arrivée des stalinistes au pouvoir, les têtes de proue du mouvement anarchiste espagnol se font éliminer une par une, sans réellement impacter les communautés anarchistes jusqu'en 1938 grâce à leur autogestion. Mais finalement, les troupes fascistes qui, grâce aux Russes et aux soutiens allemands, ont pris le pouvoir, commencent à massacrer les anarchistes et à les enfermer dans des camps. Les communautés anarchistes sont chassées, tuées, et les grands patrons et les riches reviennent dans leurs usines, qu'ils retrouvent flambant neuves et plus productives qu'autrefois, avant de les raser, ne voulant laisser aucune trace d'un système qui fonctionnait sans eux. Parce qu'évidemment qu'on a besoin des patrons, sinon comment on pourrait avoir des articles hilarants comme ceci? Et c'est ainsi que se termine l'expérience anarchiste espagnole. Oh, j'adore les happy endings. Du coup, je dois bien vous avouer que je suis un peu déçu. Je m'attendais à tomber sur une idéologie barbare de violence et de décadence, et à la place, voilà ce que je trouve. Est-ce que c'est un système qui pourrait marcher dans le monde entier si les fascistes venaient pas tout le temps les buter? Peut-être, peut-être pas. Mais il nous faudra toujours lutter contre leurs idées progressistes, car même si ce système n'est pas parfait, nous devrons toujours lutter contre si nous voulons un jour voir fleurir sur Terre l'enfer dont nous rêvons tous. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi ce débrief sur l'anarchisme, en espérant vous revoir bientôt sous de plus mauvais augures. Et n'oubliez pas que l'histoire est écrite par les vainqueurs, et surtout, n'oubliez pas que l'enfer est pavé de